Bienvenue à tous. Dans Covid-19, à vos questions ce soir, nous allons devoir aller dans les méandres de ce thème, les risques de propagation sur les lieux de culte. Invité déjà en plateau, Dr Kofi Agbetiafa. Il est le directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel de Baie Souza Netime 2. Bonsoir et bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs de la New TV. Alors, depuis l'avènement de Covid-19 au Togo, on a vu la restriction par-ci, par-là. Et dans la foulée, certaines ont été allégées, sinon on a carrément sur soi à certaines comme restrictions, je veux nommer couvre-feu et puis d'autres. Mais les lieux de culte demeurent toujours fermés. Alors, une question demeure. Les lieux de culte sont-ils vraiment des lieux de propagation de cette maladie à coronavirus? Bien sûr. Tous les lieux de regroupement sont des lieux où le risque de propagation est élevé. C'est une question de risque. Disons quand même que au début, c'était tous les lieux de culte qui étaient fermés. Mais avec le temps, après analyse de la situation et observation poussée des autorités, certains lieux de culte ont été ouverts et accessibles à la population sous conditions, dans certaines conditions bien précises, devant favoriser la réduction du risque de transmission. Et progressivement, d'autres lieux aussi de culte ont été ouverts en plus. Donc, je pense que c'est une stratégie que le gouvernement est en train d'adopter pour ouvrir de façon progressive les autres lieux de culte. Les réflexions sont toujours en cours pour que d'autres lieux de culte supplémentaires aussi soient ouverts. Alors, les réflexions sont toujours en cours pour l'ouverture de certains lieux de culte. Entre-temps, on a vu la direction de culte qui a rencontré les hommes de Dieu. Je veux parler bien sûr des chrétiens et les musulmans pour penser à l'ouverture de certains lieux de culte. Et cela a été fait d'une façon sélectionnée. Il y a un débat qui entoure ce qui a été fait. Autoriser certains à rouvrir et d'autres non. Quel est le bien fondé en fait de cette décision-là? Oui, toute action humaine réfléchie ne se fait pas tout de suite sans un test ou sans des réflexions assez poussées. Il faut toujours l'histoire l'a prouvé que les actions porteurs qui ont donné des résultats intéressants, ce sont des actions qui ont été faites d'abord dans une population donnée, ce que nous appelons généralement les pilotes. Donc, c'est après la phase pilote qu'on essaie maintenant progressivement de mettre l'expérience à l'échelle. Alors, il n'est pas conseillé tout de suite d'aller à l'échelle. Surtout, je le rappelle que ce virus, on l'appelle toujours le nouveau coronavirus. Faut pas occulter ce nom-là. C'est un nouveau coronavirus qu'on est en train d'étudier. Et régulièrement, on découvre de nouveaux aspects qu'on ne connaissait pas ou qu'on croyait connaître, mais plus tard qui s'avérait faux et qu'il faut plutôt mieux cerner ces aspects. Donc, je pense qu'il faut donner assez de crédit à ce que l'État fait en ouvrant d'abord une proportion donnée des lieux de culte, histoire à expérimenter les directives de l'État dans ces lieux-là, les conditions dans lesquelles les cultes doivent se dérouler, doivent être expérimentés. Et si dans l'expérimentation, on se rend compte qu'il y a des failles, on les corrigera au fur et à mesure, jusqu'à l'étendre et mettre à l'échelle. Ne pas procéder ainsi, décider du jour au lendemain qu'il faut ouvrir tous les lieux de culte, sans avoir la preuve, l'évidence base, comme les scientifiques le disent, que les directives mises en place devaient permettre de contenir le virus, de réduire la propagation du virus. Si on ne le fait pas, c'est comme jeter la population à l'abattoir. Voilà, donc le gouvernement est un gouvernement réfléchi, intelligent, soucieux de la santé de sa population, ne peut pas se permettre d'aller
à l'aveuglette comme ça, non plus naviguer à vue, mais au contraire, s'appuyer sur des évidences concrètes qui ont fait leurs preuves en matière de réduction de risques de propagation ou de contamination de la maladie dans ces lieux spécifiques-là. Parfait. On a bien écouté ce que vous avez dit, mais il y a un autre débat parallèle qui se fait dans la foulée quand on parle aujourd'hui de la réouverture des lieux de culte. Ça tend à rimer avec les débits des boissons et autres restaurants. Quand on sait que ces lieux-là sont rouverts et on accueille des mondes fous, on demande à ce qu'on respecte les mesures barrières, ce qui n'est pas vraiment respecté en ces lieux. On demande aux lieux de culte, si nous prenons les religions dans tout son ensemble, les chrétiens, les musulmans et autres, ceux de la religion endogène, on a comme impression que le mal se trouve ailleurs que de penser que c'est en ce milieu-là. Oui, c'est ça même, je pense, la substance de la démocratie. Parce que nous avons le libre opinion et la libre expression, d'accord? Alors, chacun fait son analyse de la situation et l'exprime librement. Tout compte fait, tout ce que les gens disent, il y a sûrement un aspect de la vérité dedans qu'il faut prendre en compte. Alors, je suis certain que lorsque l'État autorise ou a autorisé que certains débits de boissons ou des débits de boissons puissent fonctionner, il y a quand même des normes qui doivent être respectées. C'est sûr et certain que certains le font et que d'autres ne le font pas. Alors c'est maintenant le droit, ou bien je peux dire le regard de tout un chacun, du citoyen lambda que nous sommes, qui doit maintenant attirer l'attention des autorités là-dessus dans les endroits où ces dispositions ne sont pas respectées. Je voudrais rappeler que la riposte contre la Covid-19 n'est pas seulement l'apanage de l'État. Et chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit son niveau socio-économique, a quelque chose à faire, a un rôle précis à jouer dans cette lutte-là. Il ne faut pas que l'on se dise que non, cela ne nous concerne pas, mais ça concerne que les autres. Ce sont les autres qui sont appelés à mener des actions. Non, chacun peut apporter quelque chose. Alors, si vous êtes à un endroit où vous avez été témoin, où vous avez observé un certain nombre d'actes qui peuvent menacer effectivement la santé, la sécurité de la population en matière de transmission de ce virus-là, il est de votre devoir de rapporter. Si vous ne pouvez pas mener une action concrète dans la légalité pour faire arrêter cela, mais de reporter ou rapporter l'information aux autorités. Le chef du village, par exemple, le chef quartier, les CVD, les CDQ, ou carrément approchez-vous des autorités policières, sanitaires ou communales, pour que ce que vous avez observé, au lieu que cela ne s'arrête là, que de situation devant laquelle vous êtes impuissante et que cette situation puisse perdurer, mais vous risquez d'être complice, inactive, je pourrais dire, involontaire. Mais non, il faut plutôt rapporter. Beaucoup ont procédé ainsi et ils ont sauvé des vies. Alors moi, j'exhorte les téléspectateurs qui nous suivent de ne pas rester amorphes, inactifs. Si ils pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir au moment où la scène se passait, ils n'ont qu'à se référer aux autorités locales et leur apporter le phénomène pour que des actions idoines puissent être menées. Alors, si nous prenons toujours certains lieux de culte dans la religion, chez nos amis, la religion endogène, certaines choses ont été interdites, mais ça se fait indiscrètement. Est-ce que le fait d'interdire ça officiellement ne donne pas lieu à des célébrations officieuses? Oui, c'est ça, ce que les anglo-saxons appellent mankind. C'est le propre de l'humanité, ok? Et l'homme court souvent vers ces interdits. C'est quand souvent on interdit quelque chose
que bizarrement, cette chose devient, je pourrais dire quoi, le modèle. Et c'est les illuminés qui se disent vouloir vraiment aller vers ces choses-là. La Bible même l'a dit depuis, je pourrais dire, la création de l'humanité. Quand vous prenez l'histoire d'Adam et Ève, mais c'est le fruit défendu. Ils ont respecté toutes les lois que le bon Dieu a mis en place. Mais c'est le fruit défendu là qu'ils ont poursuivi jusqu'à aller croquer ce fruit. C'est depuis la naissance de l'humanité que l'homme est ainsi fait. C'est pas un bon exemple, bien sûr, parce que vous avez vu tout ce qui en est suivi. L'homme est rentré dans le péché et c'est ce péché qui nous poursuit jusqu'à maintenant. Même si en griffe, on nous apprend que Jésus est venu mourir pour nos péchés, mais tout compte fait, nous sommes des pécheurs à cause de cet interdit-là qu'ils sont partis toucher. Alors, pour revenir à notre question, mais c'est vrai, c'est une remarque que nous observons nous tous. Et maintenant, c'est pour ça que je dis que cette lutte-là, cette riposte contre la Covid, n'est pas l'apanage, n'est pas, je peux dire, sous la responsabilité d'une seule personne. Ça ne peut pas marcher. Tant que nous réfléchissons comme ça, tant que nous concevons notre esprit de cette manière, nos actions de cette manière-là, nous ne pouvons pas vaincre cette maladie. Chacun doit se dire qu'il a un rôle à jouer, chacun doit se dire qu'il a une action à mener. Et à chaque fois qu'il observe une situation qui ne va pas dans la droite ligne de ce que le gouvernement, de ce que l'autorité a décidé, alors il doit mener une action. Voilà. Mener une action, oui, mais quand on sait qu'il se passe des choses indiscrètement comme ça, on se demande, face à ce genre de situation, quand nous prenons un certain lieu de prière aussi, des chrétiens, des églises dites éveillées, il se passe beaucoup de choses dans les maisons aujourd'hui. On sait que les lieux, les églises sont fermées, mais les maisons sont transformées en lieux de culte. Et dans la foulée aussi, on a certains lieux d'apprentissage, de la lecture du Saint-Coran, qui finalement s'est transformé à la maison. On le fait indiscrètement avec les enfants. Et ça donne lieu à des contaminations en masse qu'on se dit, bon, peut-être dans les jours qui viennent, avec la flambée des chiffres, c'est là. Est-ce que le pire n'est pas à venir? Non, mais ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Si ces actions se poursuivent et que aucune mesure concrète n'est prise pour les freiner ou pour les arrêter, ce que l'État, lui, peut prendre comme mesure, l'État l'a déjà prise. Ce que l'État peut faire au-delà de ça, c'est sanctionner encore des gens. Mais avant que l'État ne sanctionne, il faut que l'État soit mis au courant. Il faut que les autorités soient informées de l'existence de ces pratiques-là, ici et là. Nous l'apprenons. Vous et moi, on est actuellement sur le plateau. On fait ces affirmations. Ce qui serait bon de faire, c'est d'aller maintenant au-delà de ces affirmations, de venir nous dire que, voilà, nous avons surpris de façon clandestine certaines personnes qui font telle et telle pratique à tel endroit. On a saisi les autorités ont mené des actions concrètes qui ont arrêté ces pratiques. Je pense que et puis, c'est pas des choses compliquées du tout. Du tout, non, pas du tout. Les autorités communales surtout sont là et ils le font. Moi, dans ma zone, dans mon quartier, à Bessou-Zanétime numéro 2, mais l'autorité communale que je salue ici, le maire Gomado, qui est le maire de la commune Golfe 1, a mené des actions de censure à l'endroit de pas mal de gens, des acteurs qui pratiquent. En plus, on sait que c'est au cœur de Lomé. Quand on parle de Bessou-Zanétime 2, c'est le cœur de Lomé. Mais sortez un peu vers les quartiers environnants. Oui. On sait qu'entre-temps, à Goué, on a fait sortir des gens dans une mosquée comme ça, qui priaient en nombre. Quand on sait qu'il y a ces interdits-là pour mieux contenir la maladie à coronavirus, que ce soit vers Kégué, Zogbedi ou Baguida, dans les fins fonds, on se dit, mais bon, est-ce que ces personnes-là sont des gens qui ne sont pas vraiment informés ou c'est des gens qui sont en train de récidiver, en fait? Oui, c'est des réticences. Non, des gens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le problème de l'humanité. On a toujours des gens comme ça. Maintenant,
l'élément fondamental, c'est que l'information puisse parvenir aux autorités. Je vous garantis que les autorités ne ménageront aucun effort lorsque l'information leur parvienne. C'est le lieu de lancer encore un appel à tout le monde. Votre rôle à jouer dans ça, c'est de dénoncer. Ne couvrez pas, ne dites pas que non, celui-ci c'est mon pasteur, celui-ci c'est mon frère, patati patata. Alors pour cette raison, ce qu'il est en train de faire, moi je vais le couvrir. Non, faut pas faire comme ça. En faisant ça, non seulement vous faites du mal à lui-même. Nous on connaît des gourous ou des prêtres, qu'ils soient de la tradition ou modernes, mais qui ont été contaminés par le virus. Il y en a qui en sont morts même, paix à leur âme. Vous comprenez? Pas plus tard que la semaine passée, on a encore enterré un dont moi-même j'ai suivi l'histoire. Donc c'est pour vous dire que c'est une réalité. Si vous êtes témoin de certains de ces actes-là, mais ne gardez pas ça pour vous, par peur d'être le dénonciateur. De toutes les manières, quand les autorités vont arriver, ils ne vont jamais prononcer votre nom. Que c'est vous qui êtes venu dénoncer. Non, les autorités, c'est des professionnels. Ils savent très bien faire le travail, mais tout compte fait, soyez rassurés, soyez fiers que vous avez quand même sauvé certaines personnes, peut-être même vous. Qui sait si par la relation intime qui vous lie à celui-là qui organise ces phénomènes ou ceux qui fréquentent ces phénomènes, la relation étroite qui vous lie, qu'est-ce qui sait que ce n'est pas à travers cette relation que vous risquez d'être contaminé. Et je précise que ce virus-là, vous pouvez être des jumeaux, avoir la même constitution physique interne aussi, mais être contaminé peut-être dans la même période, mais il y a un parmi vous qui ne va peut-être rien manifester comme si, mais l'autre, peut-être il va faire des signes de gravité, même à mourir. Donc, c'est un virus qu'on ne continue pas à étudier. L'idéal, c'est de s'entourer des mesures idoines pour éviter d'être contaminé. Parce qu'après la contamination, nul ne peut prédire l'avenir, ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter d'être contaminé. Maintenant, si jamais il arrivait que vous êtes contaminé, bon, c'est pas la fin du monde. Bien sûr, les autorités sont là, ils ont encore mis en place toutes les équipes nécessaires, compétentes pour vous prendre en charge. Donc, ce n'est pas le lieu d'aller se cacher, refuser qu'on vienne vous chercher pour vous amener au lieu de traitement. Donc, je répète encore que l'idéal, c'est d'éviter d'être contaminé. Comme le dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Quand on sait que votre district sanitaire Golfe, Golfe aujourd'hui, dont cette lutte contre la maladie à coronavirus au Togo est la zone la plus contaminée, si on peut se permettre de le dire ainsi, parce qu'on enregistre au jour le jour des cas confirmés en nombre. Oui. C'est-à-dire que la sensibilisation, ça ne marche pas, ou il y a relâchement quelque part, ou que s'est-il passé entre-temps en tant que directeur préfectoral que vous êtes de cette zone de Golfe? Oui, je voudrais repréciser que la préfecture du Golfe, je pourrais dire, comprend 7 communes. 7 communes. La commune du Golfe 1 jusqu'à la commune du Golfe 7. Et à l'heure actuelle, selon les statistiques, c'est surtout dans la commune du Golfe 5 qu'il y a beaucoup plus de cas. Et sur le plan national, la préfecture du Golfe seule a environ 50% des cas positifs. Le Golfe 5, là, c'est... Le Golfe 5, c'est Adido Gomé. Oui, la zone d'Adido Gomé. Oui, à Plaou-Gakli. On parle aussi d'Agoué aussi, hein? Oui, Agoué, c'est la deuxième préfecture de Grand Lomé. La préfecture... Parce qu'on parle souvent de la préfecture du Golfe et du Grand Lomé. Voilà. Oui, le Grand Lomé, le Grand Lomé est devenu une région sanitaire. Et la région de Grand Lomé est subdivisée en 2 préfectures. Nous avons la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agoué-Nivé. La préfecture d'Agoué-Nivé renferme 6 communes. Et la préfecture du Golfe renseigne 7 communes. Ce qui fait que la région du Grand Lomé comporte 13 communes. Donc 7 dans le Golfe et 6 dans Agoué. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment dans la préfecture du Golfe qu'on a beaucoup plus de cas.
Et dans la préfecture du Golfe, qu'on a beaucoup de cas, Oui. et dans la préfecture du Golfe a 7 communes. Oui. Et c'est la commune du Golfe 5 qui a effectivement beaucoup de cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cas qu'on observe, ce sont des cas de transmission communautaire. C'est-à-dire qu'actuellement, le virus circule dans la communauté. Nous avons les deux, je pourrais dire, canaux de transmission de ce virus dans la préfecture du Golfe. C'est la transmission communautaire et la transmission des cas contacts. Ce sont les deux qui remportent la part du gâteau. Alors, si nous voyons cela, la lecture que nous pouvons faire de ça, c'est que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Parce que si nous respectons les mesures barrières, nous ne devons pas avoir assez de transmission communautaire ni assez de transmission par contact. Comprenez? Donc, ça, c'est la lecture basique que nous pouvons faire de cette situation-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire cette transmission communautaire et cette transmission des cas contacts ou des personnes contacts? Alors, je pense que c'est déjà ce qu'on a commencé depuis mars, à travers la sensibilisation, parce que nous ne pouvons que parler aux gens. Mais les anciens disent que pour comprendre ce qu'on dit, on n'a pas besoin d'avoir des oreilles aussi larges jusqu'à toucher le talon avant que ce que nous disons passe. Mais dites-vous combien de fois New York TV fait des émissions de sensibilisation. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres télés qui le font, d'autres radios qui font ces émissions. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à la population en dehors de ce que nous disons déjà pour que les gens prennent conscience que la seule manière pour le moment de lutter contre ce virus, ce sont les mesures barrières. Le port des masques, le lavage systématique des mains, tousser dans le pli de coude, éviter les contacts, respecter la distanciation sociale au minimum 2 mètres, disposer des dispositifs de lavage des mains un peu partout. Il y a même actuellement des dispositifs qu'on fait avec des objets de récupération qui ne coûtent pratiquement rien. Avec 1000 francs ou 1500, vous pouvez en faire. Nous-mêmes, au niveau de la chefferie traditionnelle, dirigée par le chef canton de Togbigan Adela Klassou 4, que je salue ici avec révérence. Il est là? Il est là. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Hein. Oui. Vous lui transmettez toutes mes salutations. Je n'hésiterai pas. Il faut surtout le féliciter parce que hier même, on était ensemble, il est sur un grand projet de vulgarisation de ces dispositifs de lavage des mains qu'on peut faire avec des objets de récupération, avec 1000 francs. Les gens peuvent se donner ce luxe-là d'avoir des dispositifs de lavage des mains chez soi, dans les écoles, un peu partout, dans les champs, tout ça. Donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir une situation financière très, je pourrais dire, aisée avant de s'octroyer ces genres de dispositifs. Donc, ces mesures barrières, pour le moment, sont les seules que nous devons adopter, que nous devons respecter rigoureusement et chaque jour de façon quotidienne pour éviter cette transmission. Parce que le canal de transmission que nous observons ici dans le Grand Lomé, dans la préfecture du Golfe et dans la commune du Golfe 5 où il y a eu beaucoup plus de cas. Les autres préfectures aussi en ont des cas comme Golfe 4, par ordre de grandeur décroissant. Nous avons le Golfe 5, le Golfe 4. Le Golfe 4, oui. C'est à Moutivé. Oui, c'est à Moutivé. Ok. C'est à Moutivé. Oui. Donc nous avons le Golfe 5 qui a dit combien plan compris. Le Golfe 4 qui est à Moutivé. Le Golfe 2 qui est Noukafou. Ok. Et puis le Golfe 1 qui est à Ebé. Donc le 3 s'en sort plus ou moins bien. Oui, le 3 s'en sort plus ou moins bien. Le 3 n'a pas beaucoup de cas. Le 6 aussi, Bagueda, n'a pas beaucoup de cas. Le 3 c'est à Djouma Cessé, à Dewi. Le 6 n'a pas beaucoup de cas. Et le 7 aussi n'a pas beaucoup de cas. Le 7 c'est Segbe. Alors, c'est surtout le 5 et par ordre décroissant le 4, le 2, le 1 qui sont vraiment touchés dans la préfecture du Golfe et c'est leurs chiffres qui font bondir beaucoup
les chiffres, les statistiques de la préfecture du Golfe. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a une forte densité humaine dans ces zones-là. Quand on sait par exemple à Didogomé, on a un monde fou. Hein? Golfe 4 aussi, c'est... À Moutier-V, il y a un monde fou aussi. Bien sûr. C'est enfin, une zone de commerce. Hein? Bien sûr, bien sûr. Commerce, on a toutes les nationalités possibles. Bien sûr. À Moutier-V. Ça vient confirmer encore un peu plus ce que l'autorité ou le gouvernement affirme en ce qui concerne les canaux de transmission de cette maladie. Vous venez de toucher du doigt. Là, on a une forte densité de la population. Alors, le risque de propagation de transmission est très grand, très élevé. Hein, dans ces endroits-là, par rapport aux endroits où la population est clairsemée, les ménages sont clairsemés, il y a moins d'activités commerciales. C'est pour ça que souvent, quand il y a une recrudescence de la maladie un peu partout dans le monde, on confine les gens, on évite que les gens ne sortent, d'aller dans des lieux de regroupement inévitables. Et la seule stratégie qu'on trouve, c'est que les gens restent chez eux à la maison. Alors, vous avez fait une lecture correcte de la situation. Et maintenant, chez nous, lorsque le gouvernement a pitié de la population, et ce n'est pas de libertinage, nous n'allons pas vraiment nous-mêmes nous tirer dans les pattes pour amener peut-être le gouvernement à encore ramener le couvre-feu ou adopter des mesures plus restrictives que celles qui sont là actuellement, pour aller jusqu'au confinement, comme c'est revenu dans certains États en Europe actuellement. Alors, moi, je ne fais que lancer encore une fois de plus un appel aux téléspectateurs d'être respectueux des mesures barrières pour éviter que cette liberté que nous avons ne nous soit confisquée. Ah oui, pour pour la bonne cause, la santé de la population. Donc, nous avons encore le temps d'agir sur ça pour éviter que on aille nous occulter de cette liberté que nous avons actuellement. Et tout dépend de nous, c'est nous-mêmes qui devons prêter le franc si nous voulons pour qu'on puisse nous priver de cette liberté. En faisant quoi? En respectant les mesures barrières. Et nous n'allons pas le dire, le déclarer seulement avec la bouche, comme on le dit souvent, mais de façon concrète, ça va se faire voir à travers nos statistiques, les résultats quotidiens que nous donnons. Et quand on va voir que non, la transmission, la contamination, la courbe épidémiologique est en train de fléchir, de descendre, alors mais c'est que il y a des actions concrètes qui ont été menées, la population est devenue consciente, il y a un certain degré de civisme qui a pris de l'ampleur, qui augmente, et par ricochet, je crois que les activités économiques aussi vont reprendre. Sinon, mais le gouvernement est dans son droit, dans ses prérogatives, de prendre des mesures restrictives pour réduire cette propagation. Mais il y a une question qui demeure. La fermeture de ces lieux, de certains lieux de culte, tout ça là va durer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le gouvernement ait l'assurance que lorsqu'il va ouvrir ces lieux de culte, il y aura moins de risques. La phase pilote, c'est ça qui continue toujours? On a vu quand même la première vague, on a autorisé certaines à rouvrir, et par après on a encore autorisé certaines encore à rouvrir, et on se dit, mais est-ce qu'il faut évoluer de cette façon ou passer à l'ouverture totale et imposer d'une façon stricte avec les agents de la FOSAP sur les lieux de culte, comme ils le font déjà mieux sur certains lieux que j'ai eu à aller, ça et là? Oui, ce qui est sûr que nous savons tous, c'est que rien de sérieux ne se fait dans la précipitation. Il faut, de façon raisonnée, suivre un tempo pour tout. Alors, le gouvernement est en train d'observer toutes les mesures qu'il a mises en place, comment est-ce que les gens sont en train de l'appliquer dans ces lieux de culte-là. Et au fur et à mesure, des actions pointues sont menées pour que des gens se conforment à ce qui est dit. Doucement, lentement, mais sûrement,
le gouvernement est en train d'évoluer vers l'ouverture des cultes. C'est un débat actuellement au sein même de la coordination nationale, au sein même du gouvernement, d'accord, pour l'ouverture des lieux de culte. Nous prenons nos mal en patience, hein, lorsque le gouvernement aura l'assurance que c'est bon, maintenant on peut ouvrir. Moi, ce que je caricature, ça ne plaît pas à certains, mais quand même, c'est une vérité. Imaginez-vous que, puisque on nous dit, nous l'avons tous appris, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais imaginez-vous que dans cette guerre-là, ce sont les armes qui crépitent. Est-ce que nous serons là actuellement en train d'échanger à propos de l'ouverture ou non des lieux de culte? Mais cette guerre dans laquelle nous sommes, selon moi, elle est plus compliquée à gagner que la guerre que nous connaissons habituellement, la guerre classique, où l'ennemi, tu le vois avec l'arme, le type d'arme qu'il a, tu sais, quel type de contre-balle tu vas apporter. D'accord? Et quand l'ennemi, tu connais la stratégie de l'ennemi, tu sais comment contrecarrer cette stratégie. Si l'ennemi se trouve dans telle rue, si c'est comment on appelle, des chars que l'ennemi est en train d'utiliser, tu sais comment tout ça, tu peux t'échapper. Si on ne le voit pas, on ne voit même pas l'ennemi. On ne connaît même pas quel type d'arme il a et quand est-ce qu'il peut frapper. Est-ce qu'il va nous frapper où? À domicile, au lieu de service, dans la rue, dans le transport commun? Il est prêt à frapper partout, mais on ne le voit pas. Voyez-vous, mais on devait être très discipliné si vraiment nous voulons gagner cette lutte-là. Alors, moi je pense que nous devons faire confiance aux autorités. Si certaines de nos libertés nous sont retirées pour le moment, ce qui est sûr, c'est que dans d'autres pays, c'est pire que ce que on nous retire. Obéissance, oui. Mais aujourd'hui, on se dit, on a rouvrir un certain lieu, hein, et il fonctionne. Vous êtes à Baie, le marché des baies, c'est dans votre zone? Bien sûr, bien sûr. Il vous arrive de faire un tour dans bien ce sûr, marché? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, moi... Il faut faire marcher l'économie, hein, mais à côté de cette économie-là qu'on doit faire bouger, il y a aussi ces normes-là qui s'imposent. Quand vous passez dans le marché de baies, qui est au cœur là-bas de baies même, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, ma première réaction, ça me fait pitié. Parce que moi, je me dis que la responsable du marché, qu'on a approché à plusieurs moments, elle est la personne qui devait normalement réorganiser un peu les activités là-bas. L'État ne peut pas tout faire. L'État a donné des directives. Les gens se disent que dans les marchés, comment est-ce qu'on pouvait respecter les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation physique. Et c'est vrai que actuellement, c'est pas vraiment possible en Afrique quand on parle de marché. Si, c'est garder possible. La distance physique. C'est possible. Moi, quand on sait que on a un monde fou sur un espace aussi restreint. C'est possible. C'est possible. Je vous assure, ça c'est rien du tout. C'est une question d'organisation. Ok. Oui. Déjà, on porte les masques, c'est très bien. Il y a les dispositifs de lavage de mains, c'est très bien aussi. Là où le bas blesse, c'est la distanciation physique. C'est là où les gens n'arrivent pas à respecter dans aucun marché, du moins ceux que moi je connais dans le Golfe. Et je crois que ça devait être pareil dans les autres préfectures. C'est pratiquement un peu partout. Voilà, ça, du Togo. Alors que le Golfe, à l'intérieur du pays, oui. Moi j'ai demandé à ce qu'on me tourne certaines images de l'intérieur du pays et dans un marché. Je me dis, wow, apparemment les gens ne sont pas vraiment informés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les anciens disent que lorsque le rythme change, il faut changer de danse. Mais c'est clair. Mais les gens sont conscients que le rythme a changé. Je donne un exemple. On dansait à Agbadia. On jouait à Agbadia avec peut-être Kig Messan. Et puis, on prend maintenant Limon Tokilala, on joue du Kamou, mais les gens continuent pas à danser à Agbadia ou vice-versa. C'est avec Limon Toki qu'on commençait par jouer du Kamou. Les gens dansaient si bien Kamou. King Messa arrive avec Agbadia, mais les gens continuent encore pas danser. Il y a souci. Il y a souci, c'est ce que les gens font. Et ça, c'est la faute à qui? Pas au chef d'orchestre, pas au musicien qui a si bien conçu
cette mélodie. Mais à ceux qui dansent, c'est leur problème. Et moi, je dis, mais ceux qui sont dans les marchés sont très bien organisés. Moi, je connais même les associations, des groupes de femmes, de marchés, consorts. Et avec, ils ont même à la tête des présidentes et consorts. Nous avons aussi les directeurs ou directrices de ces marchés-là. Mais qu'est-ce qui les empêche, par exemple, de se retrouver et de définir des jours selon les types de marchandises que les gens ont? C'est comme ce que l'État a fait avec l'éducation. On a pris la décision, on a dit, mais pour les examens, c'est seulement les élèves des classes des examens qui vont aller. Et mais pourtant, quand tu vois dans ces écoles-là, on a occupé toutes les classes. Les autres classes aussi ont été occupées. Voyez-vous, qui ne sont pas des classes d'examen. On a réparti les gens dedans. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui dérange, au fait? Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas que les gens se retrouvent et définissent des jours de présence selon l'étalage pour que tout le marché soit occupé et de façon... Ah non, mais ça va être compliqué. Hein. Comment? Faire ça d'une façon rotative, c'est ce que Bien vous voulez sûr. dire? Qu'est-ce qui va être compliqué dedans? Non, mais pour les bonnes dames, ceux qui vivent au jour le jour, Oui. ce qu'ils gagnent comme moyens financiers et autres, Oui. la rotation, attention, Mais, ça va alors, être délicat à vivre. oui, ça veut dire que, très bien, ce que toi-même tu viens de toucher le doigt, ça veut dire que c'est un choix que les gens ont fait. Nous avons choisi nous exposer au risque de contamination de cette Mais maladie-là. quand vous conseillez les gens d'apprendre à vivre avec la maladie, Oui. justement, ça veut dire quoi? Oui, ça En veut temps, on avait restreint les mesures, là, on avait imposé certaines normes, Oui. mais entre-temps, on a allégé, on dit, apprenez à vivre avec la maladie. Oui. C'est aussi ça, non? Bien, c'est ça, c'est tout un processus. Actuellement, nous sommes en train de délivrer des messages en ce sens-là. Oui. Nous sommes en train de préparer les gens psychologiquement pour que les gens acceptent cette maladie-là, mais pas pour être amis avec la maladie, mais pour être un ennemi de cette maladie-là, mais savoir que cette maladie existe, vit dans notre environnement, mais à un même moment, on leur dit de déclarer que cette maladie ne serait jamais son ami et qu'on ne serait jamais contaminé. Alors cela n'enlève en rien ce que nous sommes en train de proposer. Au contraire, si ces petites stratégies-là marchent, l'État aura beaucoup plus confiance à la population pour leur dire que nous avons maintenant adapté nos modèles économiques vis-à-vis de la présence de cette maladie. Parce qu'actuellement, nous ne l'acceptons pas, en fait. Si nous ne voulons pas adapter nos comportements en faisant entrer dans nos comportements le fait que cette maladie existe, mais comment on peut démontrer ça? Ça à travers la réorganisation que nous allons faire, à travers les nouveaux comportements, le nouveau modèle que nous allons afficher au vu aussi de tout le monde. C'est ça qui peut nous montrer. Et en utilisant ce modèle-là, nous avons tout à y gagner. C'est ça qui peut maintenant montrer à l'autorité que non, nous sommes conscients que cette maladie existe et nous devons vivre avec. C'est ça. Alors, je reprends encore ma question, mais rien n'est compliqué dans ça, rien du tout. Si vous me dites que les gens vivent au jour le jour, c'est vrai que le début, ceux qui sont les clients de ces personnes ne pouvons peut-être pas savoir que pour payer chez telle personne-là, il faut que je vienne tel jour de la semaine, peut-être deux jours de la semaine. D'accord? Mais le client, s'il a vraiment besoin de ça, lui aussi, il va organiser son emploi du temps par rapport à ça. Le client qui vient acheter chez telle personne, le client aussi devait normalement être content parce que cette disposition est mise en place aussi pour le protéger lui. Il faut qu'il comprenne. C'est vrai, il a besoin de manger, mais aussi il a besoin d'être protégé, de ne pas être contaminé. Le jour où il serait contaminé, toutes ses activités économiques vont s'arrêter. Comment il va faire en ce moment-là? Alors, est-ce que des prévisions ont été faites alors, dans ce sens, si nous prenons le cas de Golf, où EPAM s'occupe des marchés dans tout son ensemble? Moi, ce que je suis en train de faire ici, c'est des propositions Oui, personnelles. des propositions, oui. Oui. Mais si les premiers dirigeants ne le font pas,
Ben, ça va être compliqué pour... Bien sûr. Parce que on Bien sait sûr. que, bon, les tickets aussi, ça rend flou. Les caisses, Bien sûr. au niveau du... Enfin, les marchés sont dans le ministère de l'administration territoriale, tout ça là, et il faut faire tourner l'économie, le budget, tout ça. Oui, mais de toutes les manières, l'économie est assez secouée. Très secoué. Alors, c'est devenu une mode un peu partout dans tous les secteurs. Hein. Donc, le ministère de l'administration territoriale sait que l'économie est touchée en plein cœur, hein, en plein cœur de l'économie. Donc, ça ne fait que rentrer encore un peu plus dans cette perte financière fiduciaire que nous observons à cause de cette maladie. On a parlé de quoi? De crise sanitaire, de crise économique. Donc, ça n'apporte en rien le fait que nous avons des soucis économiques. Donc, cela ne devait pas empêcher le ministère de l'économie. Ce n'est pas ce ticket-là qu'on ne va pas vendre ces jours-là qui feront que l'autorité ne va pas mettre devant la santé de sa population. Non, moi, je fais que quoi? Des propositions Oui. personnelles, hein, ça n'engage pas du Il faut penser tout. aussi à faire ramener un novice, je ne sais pas, pour encore, s'il faut peut-être opter pour cette proposition là où on le fait d'une façon alternative dans les marchés, autres lieux, où on a un monde fou, peut-être ramener encore Novici. Or, Novici, on sait ce que ça a coûté à peu près à l'État, hein, parce que c'est une aide qui, visiblement, n'est pas grand-chose pour quelqu'un qui gagne beaucoup, mais qui a fait dépenser beaucoup l'État dans tout son ensemble. Oui, et qui on a plus de 10 milliards investis dans cette affaire-là. Ce n'est pas fini. Qui a fait citer le Togo en bon élève sur le plan international, des pays, ce que nous avions appris sur les médias, des pays même sont arrivés jusqu'au Togo, s'enquérir de l'expérience du Togo pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aller les appliquer chez eux. Alors, il le dit souvent, notre maître, le professeur Midi Awa, que je voudrais citer ici, il dit que le 0 centime n'a jamais rimé avec la qualité, encore moins avec l'esprit et avec l'excellence. Hein? Le 0 centime n'a jamais rimé avec la qualité, encore moins avec l'excellence. Ça, je l'ai appris de mon maître, le professeur Moustapha Midi Awa, que je salue ici avec référence. Ah ben, c'est clair et net, hein, que des actions d'envergure, des actions efficaces ont un coût. Si on les pose, mais derrière, c'est que quelqu'un doit supporter le coût. C'est normal que cette action salutaire que l'État togolais avait posée a eu un coût énorme. Ça, nous félicitons l'État pour ce courage qu'il a eu en posant cette action-là. Et si l'État juge opportun le moment de poser des actions encore meilleures que l'autre, là, ou bien ramener ces actions, eh bien, il va le faire certainement. Parfait. Alors, concernant notre thème, d'une façon beaucoup plus précise, les risques de propagation sur les lieux de culte, la réouverture des lieux de culte, on en a encore pour un peu longtemps, hein? Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Seulement, ce que je peux garantir aux téléspectateurs, c'est un débat de tous les jours, un débat quasi quotidien au sein du gouvernement, au sein des autorités compétentes, et avec tous les acteurs, parties prenantes à ce débat-là, pour que très tôt, on puisse trouver les voies et moyens, les solutions idoines, pour qu'on puisse aller à l'ouverture des lieux de culte. Merci beaucoup à vous, Dr Kofi Agbetiafan. Je rappelle que vous êtes le directeur préfectoral de la santé du Golfe et chef traditionnel de Baie Souza Netimed. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Vous transmettez toutes nos salutations à Togui, à Adela, à Klassou. Bien sûr, je ne manquerai pas. Oui, c'est 4, hein? C'est 4, oui. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Et toutes nos condoléances, bien sûr, à cette famille-là, ce monsieur-là, qui est l'un des fidèles téléspectateurs, particulièrement de cette émission, qui est décédé, qui sera conduit à sa dernière demeure ce week-end. Monsieur Yves Kakpo, qui est passé de ce monde dans l'au-delà.
toutes nos condoléances à la famille et à très vite sur votre antenne pour un autre point de l'actualité sur la maladie à coronavirus.